Bonjour à tous, ça y est, vous êtes parachutés sur la grande scène principale où on va avoir nos premiers intervenants qui vont se lancer sur. Je les invite à me rejoindre sur, sur le stage. Bonjour Frédéric, bonjour Yannick, bonjour Cyril. Bonjour. Je vais partager mon écran. Donc ça y est, tout le monde nous entend et tout le monde nous regarde surtout. Alors, on va pouvoir se lancer sur cette première table ronde du coup avec Frédéric Kensman qui sera avec nous. Donc c'est le dirigeant, le cofondateur de My Serious Game depuis 2014. Donc My Serious Game qui est un acteur incontournable de la formation digitale et la création de formation digitale sur mesure. Et qui nous présentera sa bonne quinzaine d'années dans la formation digitale et toutes ces entreprises qui ont forgé une grande expérience à ce sujet. On aura aussi avec nous Yannick Raffnel, qui est le président et le fondateur de EdTech Grand Ouest, qui a aussi une société qui s'appelle SAS Blended Learning et qui est un fervent défenseur du fait que la formation digitale, ce n'est pas juste faire parvenir du contenu à distance à quelqu'un. Et puis, on aura Cyril Vart, également le vice-président exécutif de Faber Novel. Faber Novel, qui est une agence de conseil qui a plusieurs pans, c'est aussi bien sur l'innovation, sur la transition numérique, la stratégie digitale. Et il va pouvoir nous donner toutes les clés pour réussir. Enfin, tous les trois vont pouvoir nous donner toutes les clés pour réussir dès la rentrée. Juste avant de se lancer sur la problématique et la thématique qui va vous être exposée, je vais vous donner des éléments de contexte. Ça va durer 2 minutes et après, je vais laisser la parole à nos intervenants. Et pour commencer sur ce contexte, je voulais vous rappeler cette grande citation du World Economic Forum qui, en 2018, nous disait que chaque employé devait consacrer 101 jours à la formation avant 2022 pour assurer donc une adéquation entre les compétences qui vont être développées par le collaborateur, l'individu, et les compétences qui vont être attendues par son poste. C'est vraiment important d'avoir ce chiffre en tête. Parce qu'on se rend compte qu'en 2018, on nous demandait 101 jours. Aujourd'hui, je pense qu'on en est assez loin, alors qu'on est déjà en 2020. Deuxième élément de contexte, on a 9 emplois sur 10 qui aujourd'hui vont nécessiter des compétences numériques. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une fracture entre ces compétences attendues dans le numérique et les compétences qu'on a réellement, en tout cas pour les jeunes actifs et les moins jeunes. Les capacités numériques de base, ce qu'on peut entendre par là, c'est le simple fait de pouvoir se connecter à Internet ou pouvoir réaliser des actions sur celui-ci ou utiliser des outils de bureautique, par exemple. Et enfin, on a l'AFFP qui nous a donné un dernier rapport avec Asterès qui a publié donc un dernier rapport et qui l'a intitulé « Investir dans les compétences pour relancer l'économie ». On se rend compte donc que ce terme compétence, on l'a vu sur presque les 3 dernières slides, il est hyper essentiel pour ces prochaines années, en tout cas ces prochains mois. Et la question qu'on peut se poser, celle qu'on va demander à être discutée par nos 3 intervenants, c'est celle-ci. Comment peut-on faire pour que, en septembre 2020, pour que cette rentrée de septembre 2020 soit la rentrée de la compétence et de la performance? Voilà, on a le contexte, on a la thématique et cette problématique, ce challenge. Et Cyril, si tu veux bien, je t'invite à commencer à lancer les débats et pouvoir jouer de ping-pong et d'échanges entre les intervenants. Merci. Déjà, merci de me recevoir et de recevoir Faber Novel au passage. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer d'être synthétique, mais rapidement, ce qu'on est en train de faire. J'étais hier matin sur à peu près une autre présentation pour le bassin d'Arcachon et la communauté de Bordeaux qui, elle aussi, est en train de se lancer dans les problématiques d'upskilling de ce qu'on appelle maintenant, je crois, le terreau productif français, qui sont en gros non pas les très grandes entreprises, et c'est un peu ce qu'on se disait avant, je suis pas très inquiet pour L'Oréal, pour Pernod Ricard ou pour Suez sur leur capacité à être performants et à la rentrée. Nous, chez Faber Novel, on est beaucoup plus, pas inquiets, mais concernés, vigilants sur justement ce qui est en train de se passer dans des entreprises plus petites. Donc, on va parler des TPE, PME, peut-être même jusqu'aux ETI dans certains cas. Pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est des entreprises qui ont probablement moins de bande passante économique et temporelle que ces très grands groupes qui savent dégager des marges de manœuvre. Et deuxièmement, parce que, et ça c'est une observation personnelle que j'aimerais partager, comme tout le monde, j'ai vécu 2 mois et demi confiné. Alors j'avais de la chance, comme je dis souvent, ma cellule fait 95 mètres carrés, on était 2, donc il y a eu. Deuxièmement, j'ai la fibre.
Et ça, déjà, c'est un premier élément, je pense, de compétitivité. On peut noter, quelle que soit l'entreprise, que pendant cette période, il y a ceux qui avaient la fibre, ceux qui l'avaient moins et ceux qui l'avaient pas. Et ça, c'est un premier sujet tout bête, mais qui est, j'encourage tous ceux qui pourraient avoir la fibre, au cas où, ce que personne ne souhaite. On retrouve des éléments de contexte un peu compliqués comme ceux qu'on a vécu. Donc, il y avait vraiment une première différence qui se voyait entre ceux qui l'avaient ou pas. Et deuxièmement, il y a évidemment ceux qui avaient des smartphones et ceux qui n'en avaient pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est que 90% des gens ont des smartphones. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Mais néanmoins, donc ça, il y a un premier truc, c'est simplement, je pense, c'est assez basique, c'est la connectivité, sa qualité, qui a fait beaucoup de différence. Et aujourd'hui, la première chose, c'est de s'assurer qu'on sait travailler dans les deux cas. Je prends un autre exemple tout bête, c'est qu'il se trouve que j'enseigne à Sciences Po. Sciences Po a créé un campus numérique et un campus physique, et maintenant leur stratégie, et je pense que c'est une première guidance, c'est d'être capable de passer du physique au numérique en à peu près une journée, quoi qu'il arrive. Et ça, c'était quelque chose que beaucoup de gens ont vécu également, c'est qu'on n'était pas prêt. Et peu d'entreprises étaient en fait préparées à cet événement de confinement. Et donc, il y a ceux qui s'étaient préparés et ceux qui ne s'étaient pas préparés. Ça a commencé de première direction. C'est-à-dire que nous, par exemple, et c'est pas par hasard, Faber Novel, on était justement en exercice de tout le monde au télétravail le vendredi avant le confinement. Ça s'est beaucoup mieux passé que ceux qui avaient laissé, et moi j'aurais été dans ce cas-là, je laisse toujours mon cartable au bureau pour le week-end, dans lequel il y a mon laptop et une partie de ce dont j'ai besoin. Je suis assez content qu'on ait fait cette initiative, même si on ne sait pas d'où elle vient. Et le deuxième truc, pour ne pas monopoliser trop la parole, c'est que je suis très observateur de mon quartier et de mon tissu économique. Je suis à Versailles, pour rien cacher. Et là, j'ai vu que sur toute une partie, on va dire, des petits commerçants, il y a ceux qui maîtrisaient un peu le digital, ceux qui le maîtrisaient bien et ceux qui n'avaient pas eu le temps de se préparer. Et là aussi, on a vu d'énormes différences. C'est-à-dire que on allait d'entreprises, de petites entreprises, de maraîchers qui ont dû fermer, parce qu'ils n'avaient pas livré, etc. À l'autre bout, je prends toujours le même exemple, mais un de mes cavistes qui livrait déjà un petit peu, même si c'était pas son truc préféré, et qui sait se servir des SMS, de Google Forms, pour être très précis, et des comptes Google, et qui, le lendemain matin, prenait en Google Forms des commandes de livraison et aidait ses clients à réserver sur son planning de livraison l'heure de livraison. Et dans un cas, on a quelqu'un qui a juste utilisé, encore une fois, et je prends Google, mais ça aurait pu être, il y a plein d'outils français d'ailleurs ou européens disponibles pour faire la même chose, en agenda partagé, en Doodle, etc. Il y a ceux qui savaient un peu s'en servir et qui ont réussi assez rapidement à retrouver un contact client et à continuer leur business. Alors, peut-être pas à des niveaux de 100%, mais au moins 50%, c'est beaucoup mieux que zéro. Et c'est vrai qu'il y a ceux qui étaient un peu démunis et désemparés, alors que, et c'est le dernier message que je passerai, aujourd'hui, avec un peu de connaissance des applicatifs, en fouillant un peu l'App Store, pour information, il y a 250 000 applications de productivité sur l'App Store Android, 250 000. Et sur ces 250 000, il y en a à peu près 2300 en français, avec qui de l'agenda partagé. Alors, c'est peut-être du truc et astuce, c'est peut-être un peu de la bricole, mais ça marche. Et effectivement, juste en apprenant un peu à se servir de ça avant de rentrer dans je deviens un expert du numérique et je deviens un expert du e-commerce, du marketing Amazon, je pense qu'il y a toute une dynamique à lancer qui est d'apprendre comment on se débrouille avec Internet, comme il y a d'ailleurs 30 ans, on a appris à se débrouiller avec Excel, à se débrouiller avec Word et à se débrouiller avec les premiers micro-ordinateurs, avant même l'arrivée des groupes logiciels et des grandes interfaces. Je pense qu'on est un peu dans la même phase, et s'il y avait un message à faire passer, pour moi en tout cas, c'est ce message de finalement, plutôt que d'aller chercher comment je fais moi-même un site web d'e-commerce, etc., juste comment est-ce que j'entretiens ma fiche Google, comment est-ce que je me mets sur la marketplace d'Amazon avec un petit catalogue, et comment est-ce que j'apprends à utiliser Facebook pour être plus facilement trouvé par mes clients et engager un dialogue. Juste ces trois petites skills-là, pour moi, ça fait partie des choses qui vont devenir très importantes si on veut être prêt à la rentrée. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir être prêt à être prêt tout le temps. Parce que je ne sais pas ce que sera la prochaine chose, mais encore une fois, on a un peu de chance et il faut juste se préparer en se disant, bah voilà, j'ai deux scénarios, on reste confiné, on ne reste pas confiné, et être prêt pour les deux scénarios quasiment en permanence, je pense, à partir de septembre. Super. Merci beaucoup Cyril pour ces éléments. Frédéric, peut-être que tu veux rebondir sur justement comment faire en sorte qu'on puisse préparer ces éléments, ces compétences. Comment fait-on pour performer pour cette rentrée? Tu sais qu'entre Yannick, Cyril et moi, je pense qu'on est capable de tenir jusqu'à midi juste sur cette question.
C'est un défi. Je vous connais. C'est très honnête de ma part de restreindre un peu de temps. Je rejoins évidemment Cyril sur l'analyse. J'apporte une nuance par contre sur moi de enfin, je suis un peu moins rassuré sur les grands groupes parce que je crois que il est évident qu'il y a une puissance financière de raisonnement, de stratégie, de talent à l'intérieur qui gouverne ces groupes qui savent anticiper tout ça et ils sauront faire preuve de résilience très certainement. Mais il y a quand même une vélocité qui est attendue aussi pour pouvoir réussir demain. Et là, tout le monde, tous les groupes, on va pas généraliser, ne sont pas, en tout cas, armés de la même façon. Alors, il y a des business qui évolueront moins. Peut-être que pour Pernod Ricard, c'est effectivement moins stratégique de pivoter aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a d'autres grands groupes qui sont quand même face à de vraies difficultés. Et alors moi, j'observe un grand dynamisme de la part des ETI et parfois même des startups qui, au contraire, ont une vélocité, ont moins d'inertie hein, et sont capables de pivoter, de réinventer, de s'adapter avec une grande énergie. Alors parfois dans tous les sens, voilà, parfois on peut manquer de maturité. Il faut savoir où on va et comment et anticiper dans un monde extrêmement flou, donc c'est compliqué. Mais finalement, on observe un grand dynamisme, nous, de la part justement de ces ETI. Donc, c'est des analyses un petit peu complémentaires. Mais je crois qu'effectivement, la clé pour la rentrée, je crois que c'est beaucoup de vitamines. C'est une des grandes... À titre personnel, d'ailleurs, c'est d'ailleurs les webinaires que je suis le plus, c'est un petit peu comment prendre des décisions dans un monde aussi incertain qu'aujourd'hui. Je suis très sensible à ce type de questions parce que je lis encore que le président de l'ARS vient d'annoncer qu'il fallait vraiment se préparer à un deuxième pic, etc. Ça peut tout changer, que ce soit pour le télétravail en termes d'organisation pour nos équipes, en tant que chef d'entreprise, que ce soit pour nos clients. Alors, deuxième pic ou pas deuxième pic il y a tellement d'incertitudes. Le secteur bancaire, je m'aperçois que je suis finalement pas très positif ce matin, mais le secteur, ça dépend des jours en plus. Donc, comme quoi on est bien dans l'incertitude. Le secteur bancaire se dit, OK, on va peut-être réussir à limiter la casse cette année parce qu'il y a du prêt qui est mis assez facilement en place. Pour eux, le problème, c'est dans 1 an ou dans 2 ans. Quand les entreprises qui n'auront pas forcément eu la rentabilité nécessaire devront rembourser le prêt, qu'il y aura de vraies difficultés. Donc finalement, effectivement, on est probablement sur une crise assez profonde, assez longue. Moi, à titre personnel, mais ça c'est mes convictions personnelles, on est dans l'opinion, je regrette et j'espère qu'on ne va pas retomber dans les difficultés, dans les mauvaises habitudes que nous avions auparavant, et qu'on sache en profiter pour repenser des choses. On était dans un monde, je vais citer Pascal Morquet, on avait eu l'occasion de se voir le premier jour du confinement. Il s'occupe de sciences de l'éducation à l'université de Strasbourg. Et il ne m'en voudra pas de le citer parce qu'il me dit c'est quand même étonnant dans un monde qui allait extrêmement vite, qui courait partout, avec beaucoup de doutes, une pression. Tout le monde était de plus en plus débordé, avec de moins en moins de temps. Tout est obligé de s'arrêter. Et il faisait une analyse un petit peu sociologique de cet événement. Non pas que la crise était une bonne idée, mais que c'est quand même étonnant de constater la course effrénée et les doutes à tous les niveaux politiques, sociaux, etc. Et finalement, cette crise qui arrive et qui doit tout stopper. Et je trouve que c'est intéressant de ne pas retomber, en tout cas, dans certains pièges dont on était avant, donc de repenser les choses. Et pour ça, il nous faut effectivement beaucoup de résilience, hein, cette capacité à accepter des situations dramatiques parfois, des problèmes, des choses qui ne fonctionnaient pas, et de l'accepter, et comment est-ce qu'on peut reconstruire. Et donc cette résilience-là, elle est vraiment indispensable. Je suis vraiment un fan absolu de Boris Cyrulnik, qui a porté ce concept de résilience, et je crois que c'est vraiment une des clés, avec beaucoup de vitamines, effectivement. Et puis cette capacité à
à pivoter, à repenser, à se repenser, à innover avec une certaine dynamique. Alors sachant que c'est parfois très compliqué quand on est manager ou quand on dirige des équipes, parce que ben, y a des peurs, des inquiétudes, il y a du stress, il y a énormément de choses qui viennent émotionnellement perturber cette dynamique. Et je crois que nous, acteurs de la formation, c'est vraiment effectivement le chantier de l'upskilling dont parlait Cyril, qui est vraiment, vraiment essentiel, voire du reskilling, repenser, enfin, doter des compétences qui sont attendues demain. Et à ce propos-là, j'ai juste un input à donner qui, pour moi, me semble essentiel. Et c'est une dynamique que prennent aussi les universités aujourd'hui et l'éducation. C'est la prise de conscience de finalement l'entrepreneuriat et toutes les vertus de l'entrepreneuriat qui, pour moi, regroupent un petit peu toutes les qualités, les power skills ou les soft skills qui sont attendus demain dans les métiers de demain. Là où la machine, que ce soit l'intelligence artificielle, mais les outils, etc., vont finalement me simplifier, enfin me donner les connaissances, les informations, ce qui va être de plus en plus important dans les métiers, et ça c'est les problématiques de pénurie de talent aussi, c'est qu'on veut finalement des gens pédagogues ou des gens qui savent travailler en équipe, des gens qui inspirent confiance, des gens un peu débrouillards, des gens qui sachent communiquer et curieux, etc. Et on attend vraiment ces compétences-là. Et le modèle de l'entrepreneuriat permet vraiment de développer toutes ces compétences-là. Donc c'est vraiment des modèles auxquels on croit. Et c'est pour ça que dans des projets comme Edmil, on veut essayer de rendre acteurs au maximum les apprenants qui soient en situation pourquoi pas d'aller jusqu'à les mettre en position d'enseigner, parce que c'est une des meilleures façons d'apprendre. Merci beaucoup Frédéric pour ces éléments. Je rebondis du coup pour lancer Yannick aussi. Comment justement on fait pour se saisir de ces stratégies, de ces éléments? Enfin, quelle stratégie on peut mettre en place en tant qu'acteur de la formation, organisme de formation, consultant formateur indépendant pour se lancer pour la rentrée? Ah oui, j'avais vraiment envie d'intervenir là-dessus en faisant un focus sur les acteurs de la formation, puisque on a parlé des acteurs de l'enseignement supérieur, des organismes de formation, de cette responsabilité que l'on a tous à accompagner cette grande transformation, ce reskilling, upskilling, en tous les cas, cette nécessité d'aller apporter une réponse à l'obligation de nourrir le flux de compétences, puisque avant les compétences, elles se géraient comme un stock, et plus on avançait, et plus on stockait, et plus on était compétent. Maintenant, on sait que la durée de vie des compétences, elle est entre 3 mois et 3 ans, et que si on n'est pas dans une gestion sous forme de flux, eh bien, on est out tout de suite. Notre employabilité, elle disparaît, elle se dissout immédiatement. Donc, la question de la formation, elle est clé au niveau sociétal. Hein. On n'est plus simplement au niveau de l'entreprise, on est vraiment dans la vie de chacun. Donc, quand on parlait de la formation tout au long de la vie, on y est là complètement. Avec cette contrainte nouvelle, à la fois Cyril, Frédéric, vous en avez parlé, cette rupture qui fait que du jour au lendemain, on doit être capable de basculer. Et là, on a tous, après ces 3-4 mois qui viennent de se passer, un retour d'expérience qui est extraordinaire, qui permet de dire que pendant 20 ans, on a été des ambassadeurs qui ont fait vraiment, qui ont porté la bonne parole pour dire attention, le digital c'est important et essayez d'utiliser le meilleur du digital parce que vous allez voir, ça va vous permettre de vous offrir un potentiel de formation extraordinaire. Là, du jour au lendemain, c'est plus une option, c'est une obligation. Et pourtant, après ces 4 mois, on peut aussi revenir sur le fait que ce qui a été vécu dans beaucoup de cas, c'est juste une substitution de ce qui était de la formation en présentiel qui a voulu glisser sur de la formation digitale. C'est-à-dire qu'on a pris dans le digital simplement un canal qui permet de faire passer un message, lequel était normalement verbal en face à face. Là, on l'a mis en verbal via l'écran. Ça, c'est réduire le digital à sa plus petite
option, à sa plus petite dimension et qui est sans doute pas la meilleure. C'est-à-dire, mais qui est nécessaire, hein, qui est indispensable, on le voit bien, qui est le digital va permettre d'aller former à distance et en masse. Très bien pour tous ceux qui ont la capacité à pouvoir, alors Cyril le disait, qui ont d'abord la bonne fibre, le bon device et surtout qui ont déjà des prérequis en termes de compétences, c'est-à-dire être capable de se former à distance tout seul en étant abandonné. Et en maintenant leur motivation et en maintenant leur concentration. Et nous sommes tous là bien concernés. On sait combien rester devant un écran avec des gens qui parlent comme on est en train de le faire, hein, tout de suite, c'est juste quelque chose d'épuisant. Et que se faire ça 6 heures, 8 heures par jour, on est bien plus fatigué que quand on était en présentiel, où on se nourrit de l'humain, on se nourrit de la relation, on se nourrit de l'odeur du café et du small talk qui va encadrer les temps de travail. Que ça demande des prérequis que très peu de personnes ont. Là où des dispositifs en digital doivent se construire, doivent s'inventer pour pouvoir aller de manière pérenne sur de l'alternance entre du présentiel et du digital dans les mois et les années à venir, c'est bien d'aller explorer autre chose. Et c'est cette autre chose qui est un défi extraordinaire pour nous tous, acteurs de la formation. On parlait tout à l'heure des soft skills. Moi, je préfère utiliser ce terme des smart skills. Ces compétences clés qui seules sont identifiées comme garantes de l'employabilité. Puisqu'on ne peut pas dire ce qui, dans 3 ans, va permettre, ou dans 5 ans, et encore moins dans 10 ans, ce qui va permettre d'avoir un job. Par contre, tel l'OCDE qui les a définis il y a quelques années, on sait que la communication, la coopération, l'esprit critique, la créativité, mais aussi la résilience et l'apprenance sont au moins ces 6 qualités-là, mais absolument fondamentales. Et là, pour nous, ingénieurs pédagogiques, nous, acteurs de la formation, c'est un vrai défi à relever qui est extraordinaire. Comment est-ce que nous pouvons faire des dispositifs de formation, faire des contenus de formation qui ne se contentent pas simplement de transmettre des hard skills, la nature même du contenu de formation que l'on a à développer, pour que pendant le processus de formation, on puisse en même temps développer ces smart skills. Voilà le défi de l'ingénierie de formation auquel nous avons à faire face, extraordinaire. Et moi, je fais des hypothèses. Je fais des hypothèses qu'aller sur de la formation par projet, du learning by doing, parce que faire et apprendre en faisant, eh bien, ça permet d'aller mobiliser tout un tas de compétences parce qu'on ne va pas le faire tout seul, on va le faire avec les autres, on va avoir à communiquer, à réfléchir, on va avoir des sources d'informations que l'on va utiliser pour produire des projets. Pas, et ça, c'est faire que on arrive à mettre chaque apprenant dans cette posture où il a à faire quelque chose des ressources et des informations qu'on lui donne. Et que c'est au travers de ce dispositif de faire qu'il va réussir à apprendre, faire avec les autres, faire en utilisant des ressources avec un esprit critique parce qu'il peut aller les chercher dans ce qu'on lui donne, mais il peut aller les chercher partout ailleurs, qu'il peut lui-même aider les autres en apprenant aux autres, c'est-à-dire toute cette dimension du social learning, du peer-to-peer, et avec cette dernière dimension absolument cruciale qui est qu'on n'apprend pas seul, on apprend avec et par les autres. Et que nous avons ce défi à relever de faire des dispositifs dans lesquels on crée des communautés d'apprenants, on crée des collectifs, des cohortes, et on redonne le pouvoir aux apprenants de, bien sûr, réfléchir, travailler, produire avec les autres, mais aussi d'être les premiers producteurs des contenus de formation qui vont servir aux autres, de les responsabiliser dans la place sociale qu'on a à apprendre aux autres. Et là, je te rejoins, Frédéric, sur, ben oui, quand on forme quelqu'un d'autre, eh bien, on va en même temps
c'est la meilleure des manières pour apprendre soi-même et valider ce que l'on sait et continuer à apprendre. Merci beaucoup Yannick, je vois ça réagit aussi dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra en poser une ou deux à la fin de la table ronde. Moi, j'aimerais refaire un tour avec vous trois, avec cette simple question et en une phrase ou deux, qui serait aujourd'hui, si on se met à la place d'un consultant formateur, d'un organisme de formation ou d'une fonction formation dans une entreprise, quel est le meilleur conseil que vous pourriez lui donner dès aujourd'hui pour que septembre soit vraiment cette rentrée de la compétence et de la performance? L'un d'entre vous, comme vous voulez. On va garder les tours. Moi, le premier conseil, j'en parlais là, c'est de regarder ce qu'on peut faire aujourd'hui en reformatant du contenu. Alors, je vais prendre des vieux trucs, hein, mais j'ai envie de dire en microfiche. On a beaucoup de contenus et de formats pédagogiques qui sont effectivement, et je regardais dans le chat, conçus pour du présentiel toute la journée en salle avec 3 pauses. On a essayé, que ce soit en Zoom, en Blue Jean ou en Remote, c'est intenable. Enfin, c'est agréable pour personne, ni pour le formateur, ni pour les formés. Alors qu'on a déjà pas mal d'expérimentation, je pense, dans tout l'écosystème de micro-learning, c'est-à-dire de petites sessions de une demi-heure, un quart d'heure, etc. Et moi, j'ai découvert ça, pour vous dire, et je finirai là-dessus. Mon conseil, c'est d'aller se poser un challenge. Moi, j'ai dû apprendre l'éthique en 2 jours pour des raisons techniques et de projet, ou réapprendre l'éthique. Du coup, j'étais coincé. J'ai été sur YouTube, j'ai tapé Ethical Pedagogy et j'ai trouvé pas mal d'éléments qui font que j'ai réussi à m'en sortir. Et donc, cette idée de dire aller consommer soi-même de la connaissance et de la curiosité sur des outils qui existent. Alors, j'ai pris YouTube parce que c'est le plus large, mais il y en a d'autres. Je pense que c'est une bonne dynamique parce qu'on se rend compte soi-même de comment on apprend. Et après, la question, ça devient comment est-ce que je transforme ça en cursus pédagogique ou en microfiche pédagogique. Et deuxièmement, comment je le délivre. Et deuxième truc, on pense tout le temps à la vidéo et à Zoom, mais n'oubliez pas les petites vidéos de 10 minutes, les SMS, un robot conseiller client, ça peut aussi être un robot pédagogique. C'est juste une question de contenu. Et donc, tous ces petits outils qui aujourd'hui sont disponibles et pourraient permettre de délivrer du flux continu, comme le disait Yannick, de connaissances et surtout de l'assistance au moment où j'en ai besoin, qui est probablement ce qu'il y a de plus apprenant. Ça fait partie, je pense, des choses qu'il faut que toute la profession en garde et qu'on apprenne à un peu mieux utiliser dans le cadre de notre pratique. Voilà, je laisse la parole à soit Frédéric, soit Yannick. Merci Cyril. Messieurs, comme vous le sentez. Allez, je reprends. Plus il y a du digital, plus la place de l'humain est essentielle. Ça veut donc dire que aller construire ces dispositifs qui sont basés sur le digital, ça, c'est le socle, mais que ça ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas remettre de l'humain. Tu parlais tout de suite de Cyril, des robots. Oui, ça marche, mais on l'a vu et vous avez certainement dans vos familles et partout entendu et ces témoignages de profs qui ont compris que l'essentiel n'était pas forcément l'ENT, le gros machin fourni par l'éducation nationale qui marchait pas trop et que personne n'arrivait à utiliser, que l'essentiel pour pouvoir faire que les élèves ne décrochent pas, c'était le coup de fil ou le WhatsApp utilisé par l'institut ou le prof. Ça veut dire qu'on a cette possibilité d'aller remettre de l'humain de manière extrêmement facile, extrêmement souple. Moi, ma préconisation, c'est que un apprenant doit avoir un contact individualisé, personnalisé avec le formateur de manière extrêmement régulière. Lui ou le groupe qui est en train de travailler. Parce que je reviens sur cette notion sociale, c'est que si on a divisé les cohortes d'apprenants sous forme de groupe, eh bien, le groupe va lui aussi mettre en place une autorégulation. Le groupe va dire « Attends, mais il nous en manque un là, mais pourquoi il n'est pas là, Albert? Hop, allez, tiens, on va lui passer un coup de fil, on va le relancer, on ne va pas le laisser décrocher. » Et que pour le formateur, le mentor, le tuteur, peu importe comment on l'appelle, eh bien, il aura cette responsabilité bien plus importante que de transmettre du contenu, qui est de continuer à maintenir le lien, à s'intéresser à comment vit
l'individu, comment vit le groupe, où en est la motivation, où en sont les blocages. Cette dimension-là va faire partie de la valeur ajoutée essentielle que les organismes de formation vont mettre dans les dispositifs de formation. C'est plus tant dans l'expertise de ce sur quoi ils forment, mais c'est sur la manière, comment est-ce qu'ils forment, comment est-ce qu'ils accompagnent et comment est-ce qu'ils reconnaissent et certifient à la fin d'un parcours. Ça, ce sont les points clés, les valeurs ajoutées fondamentales des organismes de formation du futur, et non plus d'être les grands spécialistes d'un domaine, d'une expertise. Le savoir, il est partout, partout sur Internet. Par contre, la manière d'accompagner, la manière de prendre soin de chacun de ces apprenants et de les faire réussir leur parcours et de le certifier, ça, c'est la valeur ajoutée fondamentale d'un organisme de formation. Merci beaucoup Yannick, c'est super. Il nous reste une toute petite poignée de minutes, Frédéric, avant de se lancer sur les tables rondes et de pouvoir continuer d'échanger avec nos intervenants. Je te laisse la main. Juste, pas grand-chose à rajouter. De manière pratico-pratique, la sélection des bons outils et souvent, c'est les apprenants eux-mêmes qui savent ce qu'ils veulent utiliser. Ils ont l'habitude d'utiliser WhatsApp, l'enseignant ne connaissait pas, ou Stitch ou d'autres outils. Donc, de les mobiliser aussi, de les investir là-dessus, dans comment ça va fonctionner. Et surtout, effectivement, ne pas retranscrire le cours présentiel qui avait lieu avant en formation continue ou en formation distancielle. Ce n'est pas la même chose, on n'apprend pas de la même façon. Je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait qu'on va avoir besoin encore plus d'humains demain. Tout se digitalise, hein, de toute façon, même mon conseiller bancaire, c'est maintenant une application, une banque en ligne et de moins en moins une agence locale. Tout se digitalise, donc on a besoin d'humains, on a besoin de cette interaction sociale, on a besoin même de bien faire son travail pour son manager, pour des gens, pour ses collègues. Donc on a vraiment besoin de cette interaction sociale, donc il y aura un retour en force évidemment du présentiel dont des modalités peuvent être évidemment digitales, numériques, mais pas de la même façon. 7 heures de présentiel ne peuvent pas évidemment être 7 heures de distanciel. On a chez nous un ratio, alors c'est une moyenne, hein, mais une journée de 7 heures de formation présentielle classique en formation continue pour adultes, on la retranscrit à peu près en 1 heure de digital learning. Parce que finalement, on se dispense de tout ce qui est interaction sociale, en tout cas, mais le cours va s'adapter à moi. Donc, on a une grande efficacité. Et puis, autour de ça, si on aménage effectivement, parce qu'on reste toujours sur le blended learning, enfin, ces multimodalités d'apprentissage ou encore ce qu'il y a de plus pertinent, quand on peut rencontrer, échanger, débattre, collaborer sur un projet, apprendre tout seul avec quelque chose qui va s'adapter à moi, à mon niveau, cette interaction présentielle ou à distance, et de mélanger même la suite sur une application, pouvoir réviser ou s'évaluer après, etc. Mélanger ces modalités est intéressante. Il faut savoir le faire, c'est pas évident. Donc, allez, avec une petite critique sur notre marché de l'EdTech, c'est qu'il y a énormément de très belles initiatives, mais qu'on reste encore beaucoup de petites structures. Et je trouve qu'on a encore des progrès, même si on a des talents, des grands connaisseurs, on a encore besoin d'aller plus loin sur l'état de l'art de ce marché pour savoir qu'est-ce qui marche. J'entends encore beaucoup de tiens, on va mettre, pour ce qu'on doit mettre du digital et que les gens décrochent. On va gamifier, on va essayer de faire une murder party par Skype, etc. C'est intéressant, mais c'est pas forcément, quand c'est pour des étudiants, ils n'attendent pas que leur enseignant ou l'université crée une murder party, c'est pas ça qui va tenir l'engagement. Donc voilà, la gamification, il faut bien savoir la faire, l'utilisation des outils, la bonne animation derrière, le choix du bon outil. Donc je ne connaissais pas et je découvre celui que tu nous as trouvé, Alban, qui semble assez interactif et intuitif, assez malin. Voilà, il y a encore une immaturité encore de notre secteur, et peut-être plus en France que dans d'autres pays comme l'Angleterre, ou qui sont un peu plus en avance technologiquement sur la maîtrise des outils. Mais on a encore un état de l'art à construire et des recettes où finalement, c'est un petit peu chacun dans son coin. Alors évidemment, il y a des agences comme Faber Novel qui ont cette capacité de proposer, de conseiller. Il y a EdTech France qui réunit ces meilleurs
solutions pour arriver à effectivement émerger un vrai écosystème fort et pertinent. Il nous reste encore, je crois, beaucoup à faire dessus. Et il y a le Learning Show le 26 novembre pour pouvoir faire Il en a profité. que les acteurs de la formation se rencontrent et échangent sous forme d'ateliers immersifs, expérientiels et fassent du networking pour pouvoir témoigner les uns les autres parce que là, encore une fois, on a à apprendre avec et par les autres. Et nous, tous acteurs de la formation, nous sommes en pleine transformation quotidienne. Donc, aidons-nous les uns les autres, apprenons à nous rencontrer, à nous voir. Complètement. Et la transition est toute faite. Merci Frédéric, merci Yannick, merci Cyril. J'invite tout le monde à du coup se lancer sur les tables rondes qui sont présentes sur l'outil remo.co. Vous avez juste à double-cliquer sur la table qui vous intéresse, que ce soit la thématique ou le fait de vouloir continuer d'échanger avec Frédéric qui sera sur l'espace N1000, avec Cyril qui est sur l'espace Faber Novel et avec Yannick qui est sur l'espace EdTech Grand Ouest. Donc c'est sur les côtés de la carte. Et je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième table ronde qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, à 11h15. À tout de suite. 10h45 plutôt. À tout de suite.